Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à l'agroécologie. Un mot-clé que vous connaissez sûrement. Il désigne une agriculture qui se veut respectueuse de la terre, qui prend en compte nos connaissances et défis écologiques, et donc qui s'éloigne du modèle conventionnel et industriel. Cet épisode va donc moins s'attarder sur le sens du mot, mais plutôt sur le travail passionnant des chercheurs, main dans la main avec des agriculteurs, qui tentent d'élaborer cette agriculture plus saine. Autrement dit, avec l'agroécologie, on est vraiment dans la recherche-action. Laurent Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut de recherche agroéconomique, à Toulouse, spécialiste de la transition agroécologique et de l'accompagnement des agriculteurs en la matière. Vous et votre équipe êtes sur le terrain pour concevoir, tester collectivement des méthodes agricoles de demain. Alors, scientifiquement, l'agroécologie se définit comment ? Alors l'agroécologie, c'est un terme qui depuis une dizaine d'années est devenu très à la mode, mais finalement c'est un concept assez ancien qui date du début du XXe siècle, dans les années 1920. C'est un chercheur américain d'origine russe, Basil Benfin, qui l'utilise pour finalement rapatrier les connaissances et les concepts de l'écologie pour faire de l'agronomie. Et dans les années 80, il y a un chercheur d'origine chilienne, Miguel Altieri, qui est recruté à Berkeley, en Californie, et qui, face aux problèmes liés à l'agriculture industrielle, remobilise ce concept pour proposer une alternative en travaillant sur des processus écologiques pour faire de la production agricole. Donc l'idée, c'est vraiment de passer d'une logique où on essaye de contrôler la nature en artificialisant la production agricole, en utilisant des intrants de synthèse pour produire des denrées alimentaires, à quelque chose où on essaye de faire une production agricole qui est basée sur le fonctionnement relativement autonome des cultures, du sol, de l'écosystème. Et donc l'agriculteur, à ce moment-là, redevient un pilote. Il n'est plus un exécutant qui va mettre en œuvre des recettes. Il reprend une importance très forte, il redevient un acteur central. Alors, ce qui est intéressant, je disais, Miguel Altieri est chilien, et il faut voir que, à partir des années 70 en Amérique latine, il y a tout un mouvement de défense des droits des petits agriculteurs qui se développe, et qui se développe aussi contre la pétrochimie et cette agriculture à base de chimie. Et la Via Campesina fait vraiment comme fer de lance en fait ce mot agroécologie comme étant vraiment un projet politique qui vise à défendre le droit des petits agriculteurs, de l'agriculture familiale et d'un mode de production finalement beaucoup plus traditionnelle et respectueuse de l'environnement. L'agriculteur ou l'agricultrice se retrouve à expérimenter, n'est pas juste un exécutant, vous l'avez dit, mais lui-même est dans une posture de recherche, d'expérimentation. Oui. Et vous, chercheur de métier, comment vous l'accompagnez ? Quel est votre rôle dans tout ça, en fait ? Comment vous travaillez très concrètement ? Alors en fait, moi je travaille sur maintenant ce qu'on appelle la transition agroécologique, c'est-à-dire il y a la nécessité de changer le modèle agricole. Je dirais que beaucoup de chercheurs professionnels abordent les choses comme étant le passage d'un point A à un point B, et ils travaillent en fait sur ce que doit être l'agriculture de demain. Et avec cette idée que finalement, les personnes qui font du développement agricole, les agriculteurs eux-mêmes, etc., auront en charge de mettre en œuvre ce que la science indique comme étant souhaitable. En fait, dans notre unité de recherche, on travaille sur une autre conception de la transition, qui est de dire, en fait, la transition, c'est tout simple. C'est une situation qui est devenue intenable, et il faut qu'on arrête de faire ce qu'on fait. On sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus continuer à faire parce qu'on pollue les sols, parce que la santé des consommateurs est en jeu, l'environnement est menacé. Et par contre, on va explorer, on n'est pas sûr de comment faire autrement.
Et c'est là où on commence à travailler, à agir avec une complexité, avec des niveaux d'incertitude tels qu'on ne peut pas le faire sans travailler avec l'ensemble des acteurs du système, et notamment les premiers d'entre eux sont les agriculteurs. Alors très concrètement, en fait, je peux vous expliquer. Alors c'est sur le temps long, forcément, parce que là l'idée c'est d'être dans des logiques de co-conception avec les agriculteurs, de tester des choses et de voir les effets. Alors les effets qu'on attend, on espère les voir apparaître, mais aussi regarder si ce qu'on a mis en œuvre ne produit pas des effets inattendus et qui pourraient être négatifs. Donc là, par exemple, j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années avec un collectif d'éleveurs dans la zone de Roquefort, donc des éleveurs de brebis qui, pour la plupart, fournissaient du lait aux industriels pour faire du Roquefort. Et en 2003-2004, ils ont subi des sécheresses qui étaient les premières grosses sécheresses après 76. Et en fait, ils sont aperçus qu'ils avaient des systèmes qui ne tenaient plus qu'avec une seule espèce qui résistait tant bien que mal à la sécheresse, c'était la luzerne. Et donc, ils étaient vraiment dans des systèmes qui s'étaient appauvris au niveau de la richesse. Et ils se disaient, si on a un problème sur la luzerne, ben en fait, on n'a plus que des cailloux pour nourrir nos brebis. Le système de Roquefort est le système le plus intensif en termes de production de lait de brebis au monde. Donc, j'ai travaillé avec ces gens-là qui se disaient, il faut qu'on remette de la diversité dans nos systèmes, un peu dans cette logique de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier pour pouvoir créer de la résilience et mieux s'en sortir de ces épreuves qui nous attendent, climatiques, mais aussi économiques, etc. Donc en fait, j'ai travaillé avec eux sur réintroduire de nouvelles espèces et je les ai aidés à faire leurs propres semences, à travailler sur la création d'une maison de la semence. Je les ai aidés à faire de la sélection parce qu'au départ, j'étais moi-même généticien et sélectionneur. Et de fil en aiguille, au cours de ces 10 années, en fait, on s'est aperçu que c'était bien, effectivement, de remettre plus de diversité dans les systèmes, mais ce qui était en jeu aussi, c'était leur pratique. C'est-à-dire qu'on n'allait pas tout résoudre par l'espèce et la variété miracle. Ça, c'est un peu ce qu'on a vendu pendant 30 ou 40 ans aux agriculteurs en leur donnant des variétés améliorées. Les agriculteurs, dans un premier temps, ont l'impression qu'ils vont pouvoir résoudre tous leurs problèmes grâce à la génétique contenue dans les animaux ou dans les plantes. Et là, ils sont aperçus que, bah non, on peut pas faire n'importe quoi avec ces plantes. Et donc, il faut changer leurs pratiques. Et ils étaient d'autant plus enclins à changer leurs pratiques que les semences, c'était eux qui les avaient produites. Donc, ils sentaient aussi une forme de responsabilité. Et donc, on a avancé comme ça. Et de fil en aiguille, ce que l'on a travaillé, c'était sur ils ont salarié une agronome et on a travaillé sur le conseil et la façon de prodiguer du conseil et de construire de la connaissance tous ensemble pour essayer d'améliorer petit à petit leur système et d'en faire des systèmes moins dépendants des intrants et de formes d'artificialisation. Et pour que ça fonctionne, comment travaillez-vous? Vous êtes sur le terrain? J'aimerais vraiment comprendre votre quotidien. Oui, alors moi je travaille souvent avec des collectifs qui se posent des questions. Donc en fait, j'arrive avec des personnes qui ont un problème à résoudre. Et la première session de travail, en général, on est dans une salle plutôt, et on pose le problème. Et puis en général, un problème en cache un autre. En fait, le problème qu'amènent les gens, il est redéfini, on rediscute et on met en place des actions. Donc là, c'était faire un inventaire de ce qui avait été cultivé sur la zone comme type d'espèce, récupérer des semences chez des agriculteurs qu'on avait conservés, notamment des semences de sainfoin, qui était une espèce qui est très résistante à la sécheresse, mais peu productive au regard des attendus qu'on avait dans les années 70 quand on l'a écarté. Donc on l'a retrouvé. On est allé aussi chercher dans les banques de semences de l'INRA des ressources génétiques, comme on dit, et on les a remis en culture. On les a testés. Et donc, moi, à l'époque, j'avais un technicien qui travaillait avec moi et on allait aussi aider les agriculteurs à mettre en place des essais. Ils n'ont pas forcément besoin de nous pour faire des bandes dans leur champ ou dans leur prairie pour tester telle ou telle espèce ou telle variété. Voilà, et on interagissait beaucoup collectivement pour donner du sens aux résultats qu'on observait,
pour penser le coup suivant à mettre en place. Donc là, on vient de trouver les vaches sur cette parcelle. On va les déplacer dans le parc suivant. En fait, on a découpé l'ensemble de cet îlot en plein de petites parcelles et ça permet de les déplacer tous les 2 jours et de contrôler la façon dont ils vont manger l'herbe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller manger un peu partout, mais ils vont manger spécifiquement sur l'endroit où on les met. Et en mangeant comme ça spécifiquement, ça laisse le temps aux autres endroits à l'herbe de repousser. Et l'herbe qu'ils vont manger va être toujours d'une qualité optimale. C'est-à-dire qu'on va trouver dans cette herbe beaucoup de diversité, avec des légumineuses, avec plein de familles de plantes différentes. Ce système qui s'appelle du pâturage tournant dynamique permet aux animaux d'être tout le temps en bonne santé et ça permet de stocker du carbone dans les sols, d'avoir de la viande qui est riche en oméga 3, d'améliorer la biodiversité avec des prairies permanentes et de aussi stocker l'eau parce que les racines de la prairie vont mieux venir coloniser le sol et ça va permettre une meilleure infiltration d'eau dans le sol lors des orages. Cet extrait de reportage est issu d'un reportage plus long diffusé par Brut, qui est un média très populaire, très jeune, qui là donne la parole en long à un agriculteur en 2019. Bon, c'est clairement le signe d'un changement. Du coup, on comprend bien que la démarche de cet agriculteur est respectée et racontée. Moi, j'ai envie de vous demander comment c'était à vos débuts. Est-ce que vous étiez vu comme un chercheur militant, les agriculteurs s'y essayant, vus eux comme des radicaux? Comment c'était? Quel changement vous percevez entre toutes ces années? Oui, alors c'est sûr que j'ai commencé à la fin des années 80 à travailler en faisant une thèse au début des années 90 à l'INRA. À l'époque, c'était l'époque de la vache folle et finalement, on s'apercevait qu'il fallait qu'on nourrisse les vaches en quelque sorte avec de l'herbe. Et donc il y avait un retour au pâturage. Donc là, c'est amusant, j'entends parler de pâturage tournant dynamique. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans des domaines expérimentaux de l'INRA sur les vaches au pâturage et quel type d'herbe était mieux adapté, etc. Ce faisant, en fait, avec un collègue, on s'était dit, mais ça serait vraiment très intéressant de passer notre domaine expérimental en bio pour explorer des mélanges d'espèces. Et on était déjà dans de l'agroécologie, mais je dirais sans le savoir. Et lorsqu'on a fait cette proposition-là, en fait, on s'est fait rembarrer par notre supérieur, qui était un ancien qui avait vécu la modernisation agricole, et qui nous a dit il nous a parlé de la bio comme étant une dérive sectaire, en disant qu'un institut national n'avait pas à travailler pour une dérive sectaire. Alors, ce que je dois dire, c'est que quelques années après, la direction de l'INRA a fait passer le mot aux chercheurs en leur demandant de travailler sur la bio, parce qu'effectivement, c'était une pratique qui se développait et qui était légitime, et qu'en fait, les chercheurs de l'Institut devaient travailler dessus. On avait juste quelques années d'avance. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que la fameuse dérive sectaire devienne tout à fait légitime, j'ai envie de dire? Je pense que la science n'échappe pas aux politiques, en quelque sorte. Aux politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'en fait, la relation société, la société a un impact énorme sur la science. C'est totalement illusoire de penser que l'activité du chercheur est totalement objective et totalement détachée de ce qui se passe dans la société. Or là, la société, elle a pris conscience en fait que le mode d'agriculture et le mode d'alimentation qu'on avait n'était pas durable. Donc il y a eu le Millennium Assessment, qui a été une prise de conscience sur les effets d'agriculture sur les écosystèmes naturels et sur notre biosphère au début des années 2000. Qu'est-ce que c'est le Millennium Assessment en 2 mots? C'est un travail qui a été fait par des scientifiques plutôt écologues pour faire un état de la planète, un état des systèmes naturels de la planète. Et en fait, ils ont démontré que la biodiversité était en danger. Ils ont fait ce constat-là et ils ont essayé d'attribuer quelles étaient les raisons de cette catastrophe environnementale, en fait. Et donc, ils ont pointé que l'agriculture en était en partie responsable, pas seulement, mais aussi responsable. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui
qui percolent aussi dans la société et dans le monde de la science. Et là, je pense qu'il y a déjà eu un premier virage. Et puis là, en ce moment, on parle beaucoup de transition. Et je dirais que depuis 2-3 ans, en fait, les chercheurs sont quand même invités à penser des modes alternatifs pour créer une société durable. Et j'ai envie de vous poser la même question sur le monde agricole finalement. Il y a une vingtaine d'années, comment sentiez-vous, comment perceviez-vous le désir de changement chez les agriculteurs ou agricultrices? C'est-à-dire que c'était une toute petite poignée de gens qui se sentaient mal à l'aise avec le conventionnel, ou au contraire, ça commençait à circuler déjà? Comment c'était? Moi, j'ai vraiment commencé à travailler avec des agriculteurs dans les années 2000. Enfin oui, je pense qu'il y a toujours eu des collectifs et des groupes innovants. Et moi, j'ai travaillé avec eux, ce qui m'a été aussi reproché parce qu'on a pu me qualifier de militant. Alors qu'en fait, c'était plus de les accompagner en pensant qu'en étant un peu en pointe sur le développement de certaines pratiques, ça finirait par percoler sur l'agriculture en général. Après, il y a beaucoup de réticences dans le monde agricole encore maintenant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Des personnes qui ont beaucoup de difficultés à s'engager dans le changement. Ce que je peux comprendre tout à fait. Je veux dire, quand on est agriculteur, c'est quand même, quand on est chercheur, c'est facile d'être innovant et on est payé pour ça. Quand on est agriculteur, on est avant tout payé pour produire, pour essayer de tirer un salaire tant bien que mal de son activité. Donc, prendre des risques, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, en fait, les politiques publiques d'un côté, avec la pression qui est faite pour avoir une agriculture plus propre, et le consommateur qui, par ses achats, oriente aussi en achetant plus de bio, en étant plus soucieux de la provenance des produits, petit à petit, ont un impact sur l'ensemble de la filière et sur les agriculteurs. Pour y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé d'un point de vue politique en France ces dernières années, on va écouter un deuxième extrait. Cette fois-ci, c'est Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Première Graine en 2017. Là, on l'écoute nous expliquer qu'il faut faire de la France un leader en matière d'agroécologie. Et moi, je veux faire de la France un leader dans ce domaine. Et on est plutôt en dynamique en ce moment, puisqu'on a passé un accord avec la FAO à l'échelle mondiale, et la France organisera en 2014 un grand colloque sur l'agroécologie avec la FAO, donc à l'échelle du monde, sur cette approche. Pour ceux qui savent, dans les années 70, on a eu ce qu'on appelait la révolution verte. Cette révolution, c'était la révolution de la production, du niveau de rendement. Et c'était lié au recours à la mécanisation et à l'utilisation de produits chimiques pour développer les rendements. Eh bien, aujourd'hui, on est au point où on va faire une révolution doublement verte. La première, c'était pour augmenter la production. La deuxième, c'est pour garder les bénéfices de ce qu'on a aujourd'hui en termes de production, mais d'y intégrer les questions environnementales. C'est vrai que Stéphane Le Foll a eu il y a une ambition politique très forte, et c'est vrai qu'à partir de 2013-2014, en fait, on voit l'agroécologie à l'agenda politique en France, et la France impulse vraiment cette idée-là en Europe. Et ça, c'est très stimulant pour les chercheurs comme moi. On était déjà dans l'agroécologie, d'un seul coup, c'est quelque chose qui devient une priorité en quelque sorte. Et puis une autre chose aussi, le mérite de ce qu'a pu mettre en place Stéphane Le Foll, c'est de créer ce qu'il appelle les groupes d'intérêt économique et écologique. Donc en fait, il y a des aides qui sont attribuées lorsque les agriculteurs se regroupent pour travailler sur la durabilité, en quelque sorte, économique et écologique. Et il ne sépare pas l'économique de l'écologique, contrairement à ce qui avait été fait auparavant dans les politiques publiques, où on avait des politiques qui étaient à visée environnementale et qui étaient finalement découplées de la partie production.
Et là, il permet aux agriculteurs de se réunir pour travailler ensemble. Et donc ça, forcément, pour les chercheurs que nous sommes et qui faisons de la recherche participative, c'est super parce qu'en fait, on peut s'adresser à des collectifs d'agriculteurs qui se sont réunis autour de la conservation des sols, autour des semences, autour du pastoralisme, etc. Donc ça facilite grandement les échanges et la recherche participative. Ouais, donc on comprend vraiment à vous écouter qu'il y a un élan qui date maintenant de quand même plusieurs années. On a donc des connaissances de plus en plus précises, hein, à la fois sur les effets de l'agriculture conventionnelle et sur le champ des possibles de l'agroécologie. Pour autant, l'ampleur des blocages semble quand même, reste sidérante, quoi, hein, l'ampleur des freins. À votre échelle, comment on les observe, ces blocages? À quoi ils ressemblent? Alors, les blocages sont, je dirais, de trois ordres. On a des blocages cognitifs. Là, on est vraiment dans le registre des valeurs. Le passage à l'agroécologie, c'est le passage d'une logique industrielle où on pense les choses de façon linéaire, avec des choses qui rentrent, un système qui transforme et qui produit des biens, à un système circulaire qu'on retrouve dans l'économie circulaire, qui est un fonctionnement où ça reboucle en fait. Et finalement, ce qui sort du système sont des productions, un système qui fonctionne tout seul. Et donc ça, c'est une une représentation, même pour un agriculteur, de son activité, qui renvoie au registre des valeurs. Et c'est très compliqué de faire bouger et changer ça. Ça, c'est les premiers blocages. Et puis avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire toute la filière qui entoure l'agriculteur est conditionnée par cette façon de penser, de dire on va mettre de l'engrais, on va mettre des pesticides, on a le sol qui est de substrat qui accueille les plantes, et puis derrière on a l'achat des récoltes, et voilà. Tout ça est pensé de façon très linéaire, alors que dans l'agroécologie, on pense en termes de... Le deuxième aspect, c'est l'aspect organisationnel. C'est-à-dire qu'au-delà de ces blocages cognitifs au sein de la filière, moi j'ai travaillé avec des agriculteurs sur des semences de maïs population, et puis certains agriculteurs étaient intéressés par avoir des maïs de différentes couleurs, avec des épis bigarrés. Et en fait, la coopérative n'a pas voulu leur acheter. Alors on va dire, les vilains, ils n'ont pas voulu acheter parce que le maïs n'est pas jaune. Et ben nous, on va essayer de comprendre pourquoi la coopérative ne l'achète pas. Et en fait, c'est très simple. Ils ont des lecteurs optiques qui permettent d'évaluer la qualité du grain. Un grain qui n'est pas jaune, pour eux, c'est un grain qui n'est pas sain. Donc, si vous avez des grains qui sont bruns, des grains qui sont rouges, des grains qui sont roses, des grains qui sont jaunes, c'est interprété par les machines dans lesquelles ils ont investi comme étant du maïs qui n'est pas consommable. Donc, ça veut dire qu'en fait, la coopérative doit aussi changer, et ainsi de suite. Donc, on voit que c'est des blocages du système qu'on appelle sociotechnique. On a des verrouillages qui se sont faits au fur et à mesure, et pour faire bouger ça, on peut le faire que petit à petit, et que vraiment en étant dans l'action et au cœur de cette complexité. Et le troisième blocage, il est surprenant, mais il est en tant que chercheur, mais je dirais toutes les personnes qui innovent, ils sont confrontés, c'est la logique de projet. C'est-à-dire qu'en gros, à l'heure actuelle, vous avez un projet, vous voulez le faire financer, il faut arriver à convaincre la personne, et pour convaincre cette personne-là, que ce soit un appel d'offres scientifique ou un banquier, il va falloir lui donner des garanties. Et donc, on est dans une logique de projet où on affiche ce que l'on vise, et après toute la gestion de projet, c'est de regarder l'écart entre ce que l'on arrive à faire et ce que l'on avait dit qu'on ferait. Et quand vous êtes dans une logique qui est émergente, où en fait on dit voilà, on a un problème, mais on ne sait pas encore finalement quel est vraiment le problème et quelles sont les solutions qu'on va mettre en œuvre, ça devient très compliqué pour les bailleurs de vous faire confiance et de vous dire ok, on va vous financer parce qu'on croit à la démarche que vous êtes en train de mettre en œuvre, on croit à cette intelligence collective, on sait que ça produira des choses intéressantes, vous n'êtes pas encore capable de nous le dire, mais on vous fait confiance. Laurent Hazard, un immense merci, c'était les mots de la science.